Voilà. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre webinaire avec Vital Plus sur l'accompagnement nutritionnel du SOPK. Alors bonjour Angélique, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, bah, écoutez, je vais très très bien. Je suis ravie de passer 1 heure et demie avec vous. Je crois qu'on va apprendre plein de choses, hein. Exactement. Alors, mais du coup, pour présenter Livestorm, vous pouvez interagir via le chat. Vous pouvez également poser vos questions dans la rubrique dédiée évidemment aux questions. Et alors, je vais passer la parole à Angélique, qui est diététicienne micronutritionniste et formatrice conférencière, et qui travaille aussi chez Vital Plus depuis quelques vingtaines d'années. Oui, oui, c'est ça. Merci de rappeler, effectivement. Oui, ça fait exactement 23 ans hein, que je suis spécialisée en micronutrition. Je suis diététicienne de formation et spécialisée dans les nutraceutiques. J'aime beaucoup utiliser maintenant ce terme pour les compléments alimentaires. Comme ça me permet de dire on fait de la nutrition et de la nutraceutique. J'aime beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai proposé ce thème sur le syndrome des ovaires polykystiques, tout simplement parce que, je viens d'écrire un livre sur le sujet, parce que je vois depuis de nombreuses années des études cliniques qui sortent, hein. Je suis en veille permanente sur les études et études cliniques, je parle, hein, des études faites sur des humains et pas forcément sur des souris ou in vitro, hein, j'insiste bien là-dessus. Et de plus en plus d'études tombent sur ce syndrome des ovaires polykystiques. Donc je voulais qu'on fasse vraiment un point au niveau nutritionnel et au niveau nutraceutique, parce qu'il existe de réelles solutions. Donc pour vous refaire un petit peu un petit topo, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un déséquilibre hormonal et métabolique. Donc ça, on va voir un petit peu ce que c'est et comment agir dessus. Ça touche à peu près donc 10% des femmes en âge de procréer, donc en âge d'avoir des enfants, hein, je préfère ce terme. Et c'est la première cause donc d'infertilité féminine. Donc on va voir un petit peu les manifestations du SOPK et sur quel levier on va pouvoir agir. Et vous allez voir qu'en termes alimentaires, voilà, comme je vous le disais, c'est assez simple. J'ai fait une dizaine de piliers nutritionnels et on va essayer de voir ensemble justement les piliers les plus importants. Et on fera une partie complément alimentaire où là, on va vraiment pouvoir optimiser les modifications alimentaires. Je passe un petit peu. Donc ça c'est le plan pour vous montrer un petit peu ce que va être, surtout les 45 prochaines minutes ensemble. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet. Donc, comme je disais, le SOPK, c'est donc un déséquilibre hormonal, un déséquilibre métabolique. Et c'est sur ce levier-là qu'on va pouvoir agir. Donc, ça ne date absolument pas d'hier, hein. Je vous mets que ce sont deux gynécologues en 1935 qui ont déjà mis en avant cette problématique. Depuis, on a des critères, hein, on appelle ça la classification de Rotterdam, des critères pour voir si oui ou non une femme est atteinte d'un syndrome des ovaires polykystiques. Parce que comme son nom l'indique, c'est un syndrome. Et donc, il y a plusieurs symptômes. Symptômes plus ou moins, en plus vous allez voir, plus ou moins visibles, et c'est pas c'est pas chez toutes les femmes pareil. C'est ce qui rend son diagnostic assez compliqué. Et parfois, les femmes ne savent pas, les jeunes filles ne savent pas qu'elles sont atteintes de ce syndrome, et ce n'est que, en gros, quand elles essaient d'avoir des enfants, qu'on leur dit, oh là là, mais effectivement, non, non, il y a juste un petit souci. Donc, je trouve que c'est un peu tard. Donc, voilà aussi pourquoi j'ai voulu qu'on parle de ce sujet aujourd'hui, pour que les jeunes filles puissent aussi avoir conscience, les mamans aussi, puissent avoir conscience de cette pathologie féminine pour qu'on la détecte mieux.
Donc, pour resituer un peu, on a souvent donc une hyperandrogénie. Hyperandrogénie, donc clinique, ça peut se voir. Donc, les jeunes filles, jeunes femmes peuvent avoir de l'acné. Hirsutisme, ça veut dire voilà, des poils un petit peu plus alors, au niveau du visage ou sur le corps. Une calvitie plutôt genre alopécie, hein, donc calvitie plutôt masculine. Donc, ça peut être clinique, mais ça peut être aussi biologique, enfin, et ou biologique, avec une augmentation surtout du taux de testostérone libre, comme on va voir. Possiblement, on peut aussi avoir des cycles irréguliers, parce que justement, les femmes ovulent peu ou pas du tout. On va voir aussi pourquoi. Et quand on commence à s'intéresser un petit peu donc à ces signes-là, si on regarde à l'échographie, si on fait une échographie des ovaires, on voit, alors c'est improprement appelé, enfin, ce ne sont pas des kystes, hein, on va voir ça, mais en gros, elles ont des ovaires comme des murs, hein, voyez, ça, il y a vraiment, on a l'impression que ce sont des kystes. Donc là, en 2012, le NIH a fait justement a fait un petit peu les phénotypes SOPK, c'est-à-dire les femmes n'ont pas tout, bien heureux, enfin soit tout, donc ça c'est le phénotype plutôt A. Ou alors on a eh bien, soit de l'hyperandrogénie avec un dysfonctionnement ovulatoire, soit hyperandrogénie et une morphologie polykystique. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir tous ces symptômes-là pour poser le diagnostic. Il faut qu'au moins 2 des critères soient présents. Donc, comme je vous disais, ce ne sont pas de véritables kystes sur les ovaires, mais donc comme vous savez, ou je fais rappel pour certains, certaines, donc à chaque cycle, en tant que femme, on a une dizaine de petits follicules qui vont aller grossir, hein, voilà, comme on les voit ici. Donc les petits follicules vont aller grossir et normalement, on en a un seul, voilà, qui arrive à maturité et qui va relâcher un ovule. Tous les autres, normalement, ils régressent. Voilà. Ça, c'est quand tout va bien. Mais là, en cas de SOPK, justement, ces petits follicules primaires grossissent et n'arrivent pas à maturité et restent comme ça. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on a les ovaires qui ressemblent, on a l'impression que ce sont des kystes, hein, mais ce ne sont pas des kystes, ce sont des follicules qui ne sont pas arrivés à maturité. Donc ça, ce qui nuit en fait à la maturation de ces follicules, c'est cette hyperandrogénie, hein, et notamment l'augmentation du taux de testostérone libre. Vous savez, nous, en tant que femmes, on a beaucoup d'œstrogènes, beaucoup de progestérone et peu, normalement, de testostérone, ou peu surtout de testostérone libre. Mais, voilà, pour de multiples raisons, on peut avoir justement une élévation de ce taux de testostérone libre. Donc, le petit schéma que je vais vous montrer après, je vais vous l'expliquer, hein. Je préfère vous le dire avant, parce que c'est vrai qu'au premier abord, on peut être un peu perturbé, mais c'est très simple. Alors, et on va commencer par le bas. On commence par le bas, voilà, où sont les ovaires, bien évidemment. Donc, on commence par ces symptômes, hein. Donc, comme on disait, une morphologie des ovaires, enfin voilà, un petit peu polykystique, donc les ovaires comme une mûre. On a aussi, donc, comme on disait, un dysfonctionnement au niveau de l'ovulation, donc des cycles plus ou moins réguliers, et une infertilité, hein, ça c'est vraiment très important. Il faut bien garder ça en tête, que ça fait partie, la moitié des femmes, hein, qui sont atteintes de SOPK sont infertiles, hein, donc dû évidemment à un défaut d'ovulation, une anovulation ou un dysfonctionnement ovulatoire. Donc pourquoi on a au niveau des ovaires ce dysfonctionnement et cette morphologie un petit peu polykystique? C'est parce qu'on a justement, comme je vous disais, une hyperandrogénie. Donc hyperandrogénie qui peut, comme on disait, se voir ou par d'hirsutisme, de l'acné, ou pas forcément se voir, mais par contre être détectée par une biologie. Donc on va remonter, hein, c'est ça l'idée, quoi, hein. Donc on part en gros des symptômes et on va essayer de voir ce que nous on peut faire, hein. Donc là, cette hyperandrogénie, elle est due à un taux de testostérone libre qui est très élevé. Pourquoi il est très élevé? Mais tout simplement parce que les ovaires et les surrénales vont aller fabriquer énormément de testostérone. En plus,
cette testostérone, normalement, on a un petit transporteur qui s'appelle la SHBG, et il n'y a plus de transporteur. Donc, plus de transporteur de la testostérone, donc on retrouve énormément de testostérone libre dans le sang. Et donc, on remonte encore. Pourquoi, justement, il n'y a plus de synthèse dans le foie de ce petit transporteur? Pourquoi on a une stimulation de la sécrétion de testostérone? On sait maintenant que c'est dû à des hyperinsulinémies chroniques. Donc voilà pourquoi je me suis intéressée à ce sujet, parce que ça fait quand même quelques années que j'écris des livres sur l'index glycémique, sur les hyperinsulinémies, sur la NASH, donc sur le diabète, voilà, tout ce qui est relié aux hyperinsulinémies chroniques. Donc si on remonte encore, voilà, pourquoi on a des hyperinsulinémies chroniques? On sait que pourquoi le pancréas va aller fabriquer énormément d'insuline? Parce qu'on a des hyperglycémies répétées, donc des augmentations du taux de glucose dans le sang. Et comment on fait pour enrayer ça? On va justement aller recommander des aliments qui ont un index glycémique et une charge glycémique basse, parce que du coup, on va enlever ces aliments AIG et ACG élevés. Donc en fait, voilà, sur le papier, c'est extrêmement simple. Donc ça, voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, c'est un trouble endocrinien et c'est aussi un trouble métabolique tout simplement parce que cette hyperandrogénie, voilà, comme vous voyez, tout ça, ces hyperinsulinémies chroniques sont intimement reliées, comme on disait, évidemment, à la résistance à l'insuline, donc au diabète, donc au surpoids. Et d'ailleurs, énormément de femmes atteintes de SOPK sont en surpoids, et notamment un surpoids abdominal. Donc ça, c'est ce qui est le plus problématique pour d'autres pathologies, comme le diabète, comme le syndrome métabolique, qui englobe diabète, hypertension, déséquilibre du cholestérol et des triglycérides. Donc voilà pourquoi, quand on agit en amont de tous ces symptômes, voilà comment on va pouvoir baisser le poids, diminuer la résistance à l'insuline, diminuer l'inflammation de bas grade reliée au poids généralement, et cette résistance à l'insuline. Et voilà comment on va pouvoir diminuer l'hyperinsulinémie et tout ce qui en découle, dont un fort taux de testostérone. Donc voilà, ce petit schéma, il faut vraiment le prendre à l'envers, et c'est pour vous expliquer que de bons aliments, donc nutrition et nutraceutique, et de l'hygiène de vie, on va voir ça aussi, peuvent justement améliorer tous les symptômes du SOPK. Donc ça, voilà pourquoi j'ai voulu absolument vous faire un topo là-dessus. Sur le papier, c'est extrêmement simple, donc après, voilà, changer d'alimentation n'est jamais aussi simple qu'on le dit, mais vous allez voir que ça peut être facilement dit, et les modifications alimentaires peuvent facilement se faire aussi. Donc là, comme je vous disais, donc vers 15 ans, 15-25 ans, on a cet excès androgène, des cycles qui peuvent être plus ou moins irréguliers, une infertilité, c'est généralement là qu'on s'en aperçoit. Mais après, le SOPK, comme on voyait, oui, il y a une intolérance à tous les glucides, donc une résistance à l'insuline, donc potentiellement un diabète, et comme on disait aussi, potentiellement aussi une augmentation du syndrome métabolique avec des risques cardiovasculaires qui sont plus importants. Donc voilà pourquoi il faut modifier assez rapidement le bol alimentaire et donner de bons nutraceutiques pour pouvoir cibler le plus rapidement possible, parce que voilà, cibler le plus rapidement possible, c'est limiter ces hyperinsulinémies. Ça, c'est vraiment la clé, il faut vraiment avoir ça en tête. Bien sûr, il va falloir toujours modifier un petit peu l'hygiène de vie, et je veux aussi le bien-être émotionnel et le sommeil. Pourquoi je vous en parle? Parce que justement, on sait que les femmes atteintes d'un SOPK ont souvent de gros déséquilibres émotionnels, notamment de l'anxiété, de la dépression et des troubles du sommeil. Or, quand on a des troubles du sommeil, on sait que ça amplifie la résistance à l'insuline. Quand on stresse, c'est pareil. On va aussi, quand on stresse, on sait bien, généralement, ça nous pousse à grignoter, et rarement on est attiré par une tranche de jambon, donc c'est plutôt des aliments qui ont un index glycémique
élevée et ou une charge glycémique élevée. Donc voilà, donc tout est intimement relié et on sait vraiment que on a cette perturbation au niveau émotionnel. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. En plus, ces femmes peuvent avoir, alors comme on disait, de l'acné, avoir un surpoids, être donc en gros avoir des poils un petit peu disgracieux. Donc globalement, être dans une certaine détresse émotionnelle, et ça, on le remarque vraiment sur les femmes qui sont atteintes d'un syndrome des ovaires polykystiques. Donc là, l'idée, je ne suis pas professeure d'activité physique, mais je dis toujours une activité physique plaisante. Ça, c'est important. Il est hors de question d'aller à la salle de sport et voilà, de faire des choses qui ne nous conviennent absolument pas. Forcément, le corps, à un moment donné, il va dire stop, ou alors, bon, on compense en consommant la religieuse au chocolat ou au café, ce que vous voulez, après, en se disant, oh là là, je l'ai bien mérité. Bon, au final, l'activité physique n'a pas servi à grand-chose. Donc, je ne vais pas m'étendre sur l'activité physique, mais c'est un point extrêmement important. Il faut que ça soit plaisant et adapté aussi à sa morphologie. Il est hors de question aussi d'aller courir pendant 10 km avec de mauvaises chaussures quand on est à la limite de l'obésité. Ça aussi, il faut vraiment le redire, la marche, ça suffit amplement. Donc, petite parenthèse fermée sur l'activité physique. Donc, on va essayer de soutenir justement ces femmes pour le côté émotionnel et le côté sommeil. Hein. Je vous dis, c'est vraiment une part importante des symptômes, et puis c'est un peu passé à l'as parce que bon, voilà, c'est pas le plus important. En gros, quand on va voir un gynécologue, un endocrinologue, or si, hein, on est bien d'accord que pour modifier au niveau alimentaire, pour se sentir mieux, et donc pour pouvoir faire toutes ces modifications un peu d'hygiène de vie, il faut se sentir bien. Donc, en nutraceutique, moi, ce que j'utilise, ça, c'est mon petit protocole perso, où systématiquement, je vais donner des souches psychobiotiques. Donc, ça, ce sont des lactobacilles ou des bifidobactéries qui, on sait, vont pouvoir agir sur le GABA, sur la sérotonine ou sur la dopamine. Hein, et donc, jouer sur cet axe intestin-cerveau, donc soit en communiquant par le nerf vague, soit en communiquant par le biais d'hormones, de neurotransmetteurs au niveau sanguin. Mais ça, c'est extrêmement important. Enfin, je pense que vous faites tous ça dans votre pratique, c'est-à-dire on commence par les intestins et donc on va vraiment conseiller des souches psychobiotiques, donc des probiotiques, mais à visée émotionnelle. Ensuite, systématiquement, je demande la consommation de petits poissons gras, en gros d'oméga 3. Voilà. Qu'est-ce que vous consommez et bon, globalement, généralement, il n'y en a pas suffisamment, donc il y a vraiment un gros déficit en oméga 3. Et ça fait partie vraiment des conseils de base. Hein. Mon petit carré, dans le petit carré souche psychobiotique oméga 3, magnésium et une plante adaptogène, pour moi, ça fait partie des règles de base dès lors où il y a un petit problème émotionnel ou un petit problème de sommeil. Le magnésium, alors je reviendrai un petit peu plus tard dessus, mais ça reste aussi indispensable, une bonne forme de magnésium. Donc, généralement, moi je conseille du bisglycinate de magnésium. Là, on est sûr que c'est une haute biodisponibilité, que ça ne perturbe pas les intestins. Et on peut partir sur, même ça fait beaucoup, mais 6 mg par kilo de poids corporel et par jour. Donc ça, c'est généralement ce qu'on dit. Et parfois moins, voilà, ça suffit. Si c'est une bonne forme de magnésium, généralement, ça suffit. Hein. Donc voilà, c'est très important sur le magnésium, sur cette question de biodisponibilité. Par exemple, le magnésium marin est vraiment nettement moins biodisponible que du bisglycinate, hein, par exemple. Et cette question aussi on part sur du long terme, hein, sur des cures de magnésium, on part sur 3 mois, on part sur 3 à 6 mois. Donc, on a bien intérêt que ça ne perturbe pas le transit. Et puis une plante adaptogène, donc ça, je dirais, je vous laisse libre sur la plante adaptogène, tout simplement parce qu'on est tous différents, donc on réagit un peu différemment à toutes les plantes adaptogènes. Donc certains réagissent mieux au basilic sacré, d'autres à la rhodiola, d'autres à la ashwagandha, à la maca, l'éleutérocoque ou le ginseng. Voilà, ça fait partie des plantes adaptogènes, des plantes anti-stress. Il faut les avoir en tête et il faut se dire que chaque patient, chaque client est différent et que il faut, chaque patiente hein, est différente et donc il faut vraiment essayer de lui trouver celle qui lui convient le mieux.
Donc ça, c'est ma base. Et après, pour mon petit protocole, je vois, donc évidemment, s'il y a un problème de sommeil, bon, mélatonine, donc ça, je pense que j'enfonce une porte ouverte, hein, je pense que c'est assez simple pour tout le monde. Et après, j'essaie de bien voir, souvent les patients, patientes ne savent pas trop déterminer entre de l'anxiété et de la déprime. Donc ça, il faut bien faire attention parce que c'est pas le même neurotransmetteur. Donc si c'est juste de l'anxiété, enfin juste, si c'est de l'anxiété, voilà, j'ai des bouffées d'angoisse, je somatise, je suis toute coincée de partout, j'ai une boule à la gorge, un nœud au ventre, voilà, je suis un peu coincée, voilà, on les sent un peu, voilà, faut se détendre. Ça, c'est de l'anxiété avec des somatisations, hein, qui peuvent être vraiment corporelles. J'ai mal au dos, j'ai mal, je suis tendue, c'est du GABA et de la milice. Voilà, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, hein, ça permet vraiment de prendre de la distance et ce sont de très bons anxiolytiques naturels. Et où, hein, on peut avoir le moral dans les chaussettes, donc de la déprime. Et donc dans ces cas-là, généralement, je vais directement sur du safran. Là au moins, on est sûr, hein, les études ont été faites en double aveugle avec le Prozac, donc ça on sait, on a des études cliniques sur le safran qui datent déjà et qui sans cesse enfin voilà, on nous dit sans cesse que de toute façon voilà, ça fonctionne, ça peut vraiment prendre le relais d'antidépresseurs. On ne conseille pas le safran avec des antidépresseurs, avec des ISRS, ça vous le savez peut-être, mais je vous le redis, ça fait double emploi, hein, tout simplement, donc c'est pas l'idée. Donc voilà mon petit protocole qui pour moi est indispensable de voilà, bien faire comprendre aux gens que c'est soit de l'anxiété, soit de la déprime, ou des troubles du sommeil. Bon, on peut tout avoir aussi, hein, vous me direz, mais on a des bases et la base, elle est dans le petit carré vert. Voilà. Donc ça c'était pour le stress, l'anxiété, hein, qui je vous disais était vraiment un point important, hein, pour les femmes qui sont atteintes d'un syndrome des ovaires polykystiques. Ce que je voulais vous spécifier, c'est au niveau alimentaire. Alors là, je vous ai fait des piliers, des piliers, certains enfin, vous me direz, c'est valable aussi pour tout le monde. Oui, ça, c'est sûr, c'est l'avantage. Ça veut dire que quand on va modifier certaines choses au niveau alimentaire, ça peut être toute la famille, hein. C'est-à-dire que si c'est chez une jeune femme, elle peut très bien être chez ses parents et on modifie le bol alimentaire de tout le monde. Parfois, c'est positif pour tout le monde. Et si elle est un petit peu plus âgée, ça bénéficie au conjoint à l'enfant qui peut déjà être là, puisqu'on peut avoir des syndromes des ovaires polykystiques qui peuvent être suite à un premier enfant. C'est plus rare, mais ça se voit également. Donc, les 10 piliers, ça, faut les apprendre par cœur, hein. Je dis toujours à tout le monde qu'il faut les écrire et que les écrire 10 fois sur un cahier et de les apprendre par cœur. Consommer des aliments bruts, peu ou pas transformés, bien évidemment, comme on a vu tout à l'heure, comme le SOPK est intimement relié à des hyperinsulinémies chroniques. Plus les aliments vont être transformés, notamment par l'industrie agroalimentaire, et plus ils vont se digérer vite, plus ils vont élever la glycémie et donc augmenter le taux d'insuline dans le sang. Et découle après tout ce qu'on a vu, hyperandrogénie, etc. Donc ça, c'est très important. Je pense notamment clairement aux céréales du petit déjeuner, je pense aux galettes de riz soufflées, je pense à tous ces aliments qui sont pré-mâchés, pré-mastiqués, tout mou. Donc ça, non, hein. Ça, on évite au maximum. Déjà, parfois, l'organisme a à peine le temps de savoir enfin, le cerveau a à peine le temps de comprendre qu'il est en train de manger. Donc, il faut revenir à des produits bruts, peu ou pas transformés. C'est la même chose aussi pour les jus de fruits. Je crois que ça fait 20 ans que je me bats contre les jus de fruits. Ça, ce sont des aliments qui sont transformés, pas ultra transformés, mais transformés, puisque on ne récupère que le sucre des fruits. Autant vous dire que là, ça perturbe vraiment la glycémie, ça perturbe le foie aussi, parce qu'il y a trop de fructose. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont pour moi indispensables. Et on a aussi beaucoup un aliment ultra transformé, c'est un aliment qui va aller contenir dans sa liste d'ingrédients des mots qui sont totalement imprononçables.
Les moules, vous savez surtout pas ce que c'est. On sait maintenant qu'on a certains émulsifiants, par exemple, qui augmentent la perméabilité intestinale et on va voir que ça a un énorme impact, que c'est un des piliers justement en nutraceutique pour éviter le SOPK. Donc, on revient sur des aliments qui sont bruts ou peu transformés. Je considère que voilà, il y a, du beurre, par exemple, c'est peu transformé, parce qu'on me dit toujours, c'est quoi la différence entre un aliment transformé et ultra transformé? Ultra transformé, c'est qu'il y a une liste d'ingrédients longue comme le bras, avec des mots imprononçables. Voilà, donc ça, on évite ça. Deuxième pilier, on va diminuer tous les sucres ajoutés. Bon, ça, j'enfonce des portes ouvertes, je sais aussi, mais c'est extrêmement important. Les gens ne se rendent absolument pas compte de la teneur en sucre dans leur alimentation globale. On vous dit non, non, je n'en mange pas beaucoup, et puis quand on fait le calcul, enfin, vous savez, ça peut être vraiment très très important, hein. Donc, tous les sucres dans le café, dans le thé, tout ce que vous pouvez avoir des sucres, hein, vraiment cachés un petit peu partout. Faites la chasse, ça peut être juste, oui, la confiture le matin, oui, le yaourt sucré, oui, enfin voilà. Donc, il y en a généralement partout. Le chocolat, oui, je mange du chocolat noir. Puis on se rend compte en fait que leur chocolat noir, la moitié de la tablette c'est du sucre. Voilà, qu'il n'est pas si noir que ça. Donc plein de petites choses comme ça qui font qu'au final, on peut avoir des alimentations qui peuvent être extrêmement riches en sucre et donc pas forcément augmenter la glycémie et les hyperinsulinémies. Donc ça, on enlève tout ça. Et un des points extrêmement importants, bien évidemment, c'est vraiment sur les féculents, donc sur l'index glycémique, où là, je parle même d'index glycémique et de charge glycémique. Donc là, peut-être que je vais vous passer juste ça, comme ça va être bien, mais je vais revenir après dessus. Donc, justement, quand vous consommez des aliments qui ont un index glycémique élevé, voilà, comme ça. Là, l'organisme ne peut surtout pas rester comme ça, donc il va envoyer un message au pancréas en lui disant il faut fabriquer de l'insuline. Donc à chaque fois que vous fabriquez de l'insuline, hyperinsulinémie, hein, donc chez les femmes SOPK, ça engendre tout ce qu'on a vu, et en plus, généralement, on se fait une hypoglycémie réactionnelle, et là, on a faim, et on reconsomme généralement des petites choses sucrées. Donc voilà, c'est tout le temps, c'est comme ça. Dès lors où on arrive à stabiliser la glycémie, il n'y a plus de fringales. Ça, il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que les gens ont peur de faire. Alors moi, c'est vrai que ce terme de régime, j'ai du mal à l'employer. On va modifier les habitudes alimentaires, mais les gens ont peur à chaque fois. Régime égale famine, égale fringale. Je vais avoir faim, ça va pas bien se passer. Non, 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 tout simplement. Ou alors sauter un repas, mon Dieu, quelle horreur. Je vais justement avoir extrêmement faim et je vais être mal. Non, absolument pas. Il vaut mieux ne pas manger plutôt que de mal manger. Une fois que les gens sont passés au-delà de ça, franchement, mais tout se passe bien. Tout le monde vous dit je n'ai plus faim, je ne ressens plus cette faim, je n'ai plus ces fringales. Et donc, on a des glycémies qui restent stables. Donc, plus d'hyperinsulinémie, donc on enlève on évite aux ovaires, aux surrénales de fabriquer de la testo, et on ne bloque plus la production de SHBG. Et en plus, plus de fabrication d'insuline et plus d'hypoglycémie et on n'a plus faim. Donc ça, il faut vraiment dire aux gens, attention, ce qu'on vous a dit depuis longtemps, c'est-à-dire manger des féculents à chaque repas, et puis bon, généralement une bonne tournée, hein, puisque sinon vous allez avoir faim, mais ça c'est faux, il faut vraiment déprogrammer les gens là-dessus, c'est-à-dire leur dire, je vais vous montrer une petite assiette tout à l'heure, un quart de l'alimentation, ok, super, là on est très bien, un quart de votre assiette, ce sont des aliments qui ont un index glycémique bas, donc féculents, avec un IG bas, alors ça peut être, on va les revoir tout à l'heure, mais peu, voilà, c'est l'idée, c'est peu, parce que plus vous allez en manger, plus vous risquez quand même de faire, même s'ils ont un index glycémique bas, plus la charge glycémique va être importante, et si vous ne faites pas assez d'activité physique derrière, autant vous dire que il y aura forcément du stockage. Donc ça, c'est important de vraiment miser sur les IG bas. Ensuite, on va essayer aussi, là, je vous ai mis les ennemis du tissu ovarien et ses amis. Ce sont trois axes, trois pôles que je n'arrête pas de rabâcher sur pas mal c'est valable sur toutes les pathologies en fait.
Vous l'apprenez par cœur aussi, inflammation, oxydation, glycation. Ça, si on peut, quand on diminue l'inflammation, donc notamment, comme je vous disais, on va augmenter tout ce qui est oméga 3 marin, si possible, donc EPA et DHA, qui sont des acides gras à longue chaîne, qui sont anti-inflammatoires. Là, on va diminuer cette inflammation. On va augmenter la part des végétaux. Ça, c'est pour limiter l'oxydation, hein, qui est un véritable problème pour le tissu ovarien, mais aussi pour voilà, pour d'autres tissus. Et la glycation, donc la glycation caramélisation. Moi, j'aime bien employer ce mot-là parce que les patients comprennent bien. Et donc là, on fait des féculents IG bas. Et comme je disais aussi, plutôt on privilégie des modes de cuisson qui sont à basse température pour éviter ces produits de glycation avancée. Donc là, je viens de vous en parler sur les végétaux. Voilà pourquoi on augmente la part des végétaux, parce que justement, c'est bourré d'antioxydants. On va voir aussi que bah, si je peux vous le dire, c'est-à-dire que tous les végétaux, moi je demande à ce qu'il y ait plein de couleurs, parce que toutes ces couleurs-là, c'est soit des caroténoïdes, soit des polyphénols. Et toute cette grande classe des polyphénols, qui là, voilà, flavonoïdes ou non flavonoïdes, donc par exemple les acides phénoliques, flavanols, flavonols, etc., les catéchines du thé vert, donc tout ça, toute cette classe des polyphénols, on sait maintenant que ce sont des prébiotiques, que ces prébiotiques vont aller nourrir le microbiote et donc faire en sorte aussi que, et on sait maintenant que le microbiote, voilà, donc cet axe, comme on disait, intestin-cerveau, mais aussi intestin pharyngal, intestin poumon, intestin peau, intestin tout ce qu'on veut. Donc on commence bien par là, et de nourrir le microbiote. Certes, il y a des fibres, certes, les fibres solubles sont parfaites, donc peut-être des flocons d'avoine, etc. Mais tous les végétaux qui sont riches en polyphénol, là, c'est un vrai bonheur et ça va nourrir nos bonnes petites bactéries. Donc ça, extrêmement important sur les végétaux. Moi, j'insiste énormément, on fait des listes positives. Qu'est-ce que vous aimez? On surligne, voilà, et cru, cuit, ou alors ça passe mieux râpé, ça passe mieux, oui, non, juste revenu un petit peu dans l'huile d'olive, peu importe, il faut trouver et donner des listes positives. Les végétaux ne sont pas une option, c'est une obligation, hein, mais il faut bien expliquer pourquoi. Hein, bah, c'est pas seulement c'est pas calorique, donc c'est pour ça que vous m'en conseillez. Non, absolument pas. C'est pour tout ce que ça va vous apporter autrement, et notamment toute cette classe des polyphénols qui est extrêmement importante. Les bonnes graisses, bien sûr, je vous en ai parlé, on va essayer de miser sur ces fameux oméga 3 qui sont anti-inflammatoires, et manger suffisamment de protéines. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que généralement, il y a dans l'alimentation des jeunes femmes, et d'autant plus donc chez les femmes qui peuvent être atteintes de SOPK avec du surpoids, on se rend compte qu'il y a très très peu de protéines, beaucoup de glucides et très très peu de protéines. Ah non, je mange pas de viande, j'ai tout. Bon, alors on leur explique clairement que augmenter sa part de protéines n'est pas augmenter sa part de protéines animales, hein, forcément, c'est augmenter la part des protéines globales, dont la moitié des protéines doivent être d'origine végétale. Donc ça, on insiste bien, parce que protéines égale satiété, hein. Donc ça, c'est sûr que, et c'est ce qui permet aussi de fabriquer des immunoglobulines, etc. Donc pour le SOPK, c'est extrêmement important pour éviter ces fringales et pour fabriquer, pour avoir voilà, fabriquer suffisamment de neurotransmetteurs, hein. Vous savez, tout ce qui se finit en in, donc dopamine, sérotonine, mélatonine, etc. Tout ça, ce sont des protéines. Donc il faut généralement, enfin moi j'insiste généralement sur ce point. Les laitages, on fait quand même très très attention avec les laitages, puisque même si la plupart ont un index glycémique bas, en fait, ils ont un index insulinémique élevé. Donc, ils vont aller favoriser la production d'insuline et donc les hyperinsulinémies, ce qu'il ne faut absolument pas chez les femmes SOPK. Pour l'hydratation, j'aurais dû vous mettre l'hydratation et surtout, les études elles ont été faites avec le thé vert, bien sûr, donc les catéchines de thé vert, et même sur le café, hein, donc voilà, sans abuser, on est bien d'accord, sinon ça perturbe le sommeil. Mais voilà, pour l'hydratation, pour moi, elle est aussi, c'est plus essayer de leur dire oh, souvent, j'aime pas, je bois pas. Alors parfois, elles mangent parce qu'elles ont soif et pas faim, hein. Ça, faut aussi bien intégrer ça, et ça va un petit peu avec mon 10e pilier sur maîtriser la faim et les pulsions alimentaires. Se dire, alors, ok,
pourquoi vous avez faim à ce moment-là. Est-ce que vous êtes en hypoglycémie? Si vous êtes en hypoglycémie réactionnelle, c'est parce que justement vous avez fait une hyper, donc on va voir au niveau des glucides. Ou est-ce que justement, est-ce que ça gargouille là-dedans ou est-ce que ça salive? Ça veut dire que c'est une faim psychologique. Donc on revient à mes nutraceutiques qui sont plus à visée émotionnelle. Ou est-ce que c'est une faim juste parce que vous avez soif? Voilà, c'est tout. Et bien souvent, boire un grand verre d'eau ou un thé vert chaud ou froid, hein, ça peut très bien être refroidi, enfin, c'est aussi sympa à boire tout au long de la journée. Donc voilà, vous pouvez très bien conseiller du thé et du thé vert. Beaucoup d'études ont été faites sur le SOPK avec le thé vert. Donc ça, ce sont mes 10 piliers alimentaires qui sont assez basiques, mais c'est indispensable de vraiment de refaire, enfin, voilà, de redire tout ça et que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc concrètement, je vous ai mis quelques petits exemples du petit âge idéal SOPK. Donc on fait toujours la boisson sans sucre, on se réhydrate. Voilà, ça c'est l'idée. On fait toujours des végétaux, donc on se dit un fruit de saison, donc le fruit de saison ou des fruits séchés, hein, on peut manger très bien des figues sèches, des abricots secs, ça c'est tout à fait possible dans des 2, 3 ou 3, 4 avec grand max évidemment. Donc ça pour les polyphénols, pour les fibres solubles. Un aliment protéique extrêmement important, c'est ce qui va permettre d'apporter la satiété, c'est ce qui va permettre vraiment de fabriquer des neurotransmetteurs, c'est ce qui va permettre d'être suffisamment et de diminuer surtout les glucides, parce que c'est vraiment un problème, c'est cette question de charge glycémique qui peut être vraiment trop importante. Et donc l'idée est de diminuer les glucides, même d'ailleurs que ce soit optionnel, et d'augmenter la part des protéines. Ça c'est extrêmement important, mais ça peut être animal ou végétal, peu importe, je vous ai mis un petit peu de tout. Moi j'aime bien quand les femmes consomment un petit peu d'amandes, noisettes, voilà, noix de cajou, ça peut être tout à fait envisageable. Certaines sont capables de manger un œuf le matin, donc ça c'est bien aussi. Voilà, on fait attention, comme on a dit, au laitage, hein, qui justement peuvent avoir un index insulinémique important. Et puis on reste sur un aliment, mais ça je vous dis c'est optionnel, un petit peu de muesli sans sucre ajouté, des flocons d'avoine, très riches en fibres solubles qui vont nourrir le microbiote, ça fonctionne aussi très très bien. Mais cette part de protéines elle est extrêmement importante, surtout le matin. À chaque repas aussi, normalement les protéines devraient être consommées matin, midi et soir. En gros on part sur à peu près, hein. J'aime bien dire ça, 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel, bon, c'est 0,8, mais bon, 1 gramme c'est bien. C'est-à-dire qu'une femme qui fait 60 kilos, elle devrait consommer 20 grammes de protéines le matin, 20 grammes de protéines le midi et 20 grammes de protéines le soir, ce qui est rarement fait, hein. Donc avec au moins la moitié de ces protéines d'origine végétale, j'insiste là-dessus. Je vous ai remis un petit tableau avec justement la quantité de protéines dans certains aliments courants, donc évidemment dans les protéines animales, mais aussi végétales. Donc il faut voir 100 grammes de tofu, c'est 14-15 grammes de protéines. Les champignons, par exemple, prenez 200 grammes de champignons, c'est 9 grammes de protéines. Donc c'est beaucoup plus qu'un yaourt, par exemple. Donc ça peut être, ou que 30 grammes de camembert, parce que je vous dis qu'il faut diminuer un petit peu, quand on a des femmes SOPK, diminuer un petit peu les laitages. Donc voilà, ça peut être très très simple. 30 grammes d'amandes, noix de cajou, comme on disait, on est à 7-8 grammes à peu près de protéines, même voilà, des bons, pour ce que j'appelle aussi moi des bons féculents, voilà, les petits pois, on est entre les deux, quoi. Donc ça aussi c'est pas mal. Donc d'avoir cette notion en tête qu'il faut augmenter les protéines dans l'alimentation. Donc voilà. Pour résumer ce que je viens de vous dire, des aliments bruts, on enlève les sucres avec des cuissons à basse température pour éviter la glycation. On mange seulement quand on a faim, hein, et pas parce que c'est l'heure. On mâche bien, on prend bien conscience. La moitié de l'assiette des légumes, à volonté. Enfin voilà, c'est cru, cuit, râpé, comme je vous le disais, en entrée, en accompagnement, salade, peu importe, il m'en faut. Des féculents à index glycémique bas, donc des légumes secs, un vrai pain au levain, des flocons d'avoine, du muesli, comme on disait, quinoa, un petit riz basmati, des protéines animales et végétales. Là, je vous ai mis des petits fruits, 2 à 3, et des boissons chaudes, des boissons froides. Tout ça, c'est l'idéal. Et ça, vous pouvez très bien donner ça à votre cliente, à votre patiente. Là, franchement, normalement, il n'y a pas de souci à mettre au frigo. Et ça se passe bien.
Donc ça, c'était pour l'alimentaire. Donc une fois qu'on a fait toutes ces modifications, au niveau alimentaire, on peut passer à la nutraceutique. Donc là, c'est ce qui va nous permettre d'optimiser les modifications alimentaires. Donc pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez pas donner des compléments alimentaires si vous n'avez rien fait au niveau alimentaire. Ça va de soi, mais je préfère le rappeler. C'est-à-dire que, voilà, si on continue à mal manger, un complément alimentaire, voilà, ne peut pas. C'est un complément à l'alimentation, hein. Ça, faut bien le rappeler, hein, qu'il n'y a pas de complément alimentaire magique qui pourrait vous autoriser à bah, manger n'importe quoi, hein. Ça, faut bien le répéter. Mais au contraire, on sait que toutes les études cliniques, voilà, j'ai essayé de répertorier. Pour moi, les principaux axes, il y en a 6, 6 axes sur lesquels j'essaie d'agir pour justement, enfin voilà mon protocole nutraceutique SOPK. Donc première chose extrêmement simple, bien évidemment, donc prendre soin du microbiote et de la paroi intestinale, donc limiter l'hyperperméabilité intestinale. Ça, je dirais que c'est pour tout le monde pareil, mais on sait que on retrouve souvent des dysbioses, hein, dans le syndrome des ovaires polykystiques, on retrouve souvent une hyperperméabilité intestinale. Donc il est vraiment important alors donner, moi généralement je donne glutamine et ou quercétine, puisque ce sont vraiment les deux actifs qui sont capables de resserrer les jonctions serrées au niveau des entérocytes, et puis donc des probiotiques, donc des souches microbiotiques, lactobacilles, bifidobactéries, les streptocoques, etc. L'idée est vraiment de bichonner les intestins et de commencer par là, hein. Ça c'est extrêmement important. Et toujours intestin, foie. Donc les plantes, enfin la plante qui est le plus documentée scientifiquement sur le SOPK, c'est le chardon-marie, hein. Donc ça c'est intéressant, donc standardisé en silimarine, ça c'est intéressant, c'est pour moi une des meilleures plantes qui va aller donc notamment protéger le foie, mais qui est la plus documentée sur le SOPK. Documenter aussi la N-acétylcystéine, donc la NAC, précurseur du glutathion. Donc là aussi, on a de belles études sur le SOPK. Donc ça vaut le coup. Bon, soit le chardon-marie seul, soit les deux, tout dépend aussi de ce que de votre cliente, hein. Qu'est-ce que elle peut vraiment avoir un besoin de soutien hépatique assez important. Donc ça, faire le plein de micronutriments. Alors, c'est pareil, ça va de soi aussi, mais souvent c'est pas fait. C'est-à-dire que on a des micronutriments qui sont extrêmement importants, parce que là je vous parlais de macronutriments, mais des micronutriments extrêmement importants. Du magnésium, ça on l'a vu un petit peu, mais on sait que ça joue aussi sur tout ce qui est cardiométabolique. Des vitamines du groupe B, notamment la B9, hein, sous forme de folate, le zinc, les oméga-3, on en a parlé, et de l'inositol. L'inositol, c'est un petit peu la pierre angulaire, hein, du SOPK, enfin de la nutraceutique du SOPK. Donc ça, c'est important aussi de bien faire le plein de micronutriments, parce que ce sont souvent des cofacteurs, tout simplement, cofacteurs de réaction, hein, dans l'organisme. Donc ça, il faut systématiquement dire: «OK, on revoit l'alimentation, mais on regarde quand même, on fait faire moi je donne un complexe multi, hein, c'est ce qu'on appelle donc multivitamines, multiminéraux qui va regrouper, tous les nutriments et comme ça on repart avec le plein de micronutriments. Et puis après, on peut agir donc sur soit évidemment la perte de poids, c'est oui ou non, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir des femmes SOPK qui ne sont pas en surpoids, mais s'il y a du surpoids, systématiquement, je fais L-carnitine, café vert. Et quand je vois qu'elle manque un peu d'énergie, généralement, je donne du Q10 et la L-tyrosine, ça c'est pour deux choses. La L-tyrosine, c'est pour élever le taux de dopamine et élever aussi les hormones thyroïdiennes, hein. Donc, mais ça, c'est en fonction de votre patiente, hein. C'est plutôt ça. Et donc, bien évidemment, pour la glycémie, du chrome qui est un dégrippant en gros des serrures, qui va améliorer l'action de l'insuline. Donc
diminuer les hyperinsulinémies chroniques, donc c'est ce qu'on veut dans le SOPK. Mais il y a également possibilité de donner de la cannelle, donner de la berbérine, je vais revenir dessus tout à l'heure. Acide alpha-lipoïque et resveratrol sont aussi extrêmement bien documentés. Donc là, tout ce que je vous ai mis sur ce protocole nutraceutique est extrêmement bien documenté sur ces axes-là. Donc l'acide alpha-lipoïque, on limite aussi les complications de ces hyperinsulinémies, enfin ces hyperglycémies chroniques. Donc ça, on prescrit beaucoup pour les diabétiques. Et là, d'autant plus. De toute façon, il faut bien vous dire que SOPK et diabète, on a à peu près les mêmes axes. Il faut vraiment, agir là-dessus. Donc chrome, cannelle, berbérine, ça fait partie des indispensables. Et puis, il ne faut pas oublier, pour équilibrer un petit peu toutes ces hormones stéroïdiennes, parce qu'on a parlé de testostérone, mais aussi équilibrer œstrogène, progestérone, il faut absolument de la vitamine D3. Ça fait... la vitamine D3, j'aurais pu vous la mettre pour le plein de micronutriments. C'est aussi un indispensable. Donc, dès lors où on a des pathologies qui sont plutôt... on va dire gynécologique ou de toute façon ça fait intervenir des hormones stéroïdiennes, vitamine D3 absolument, d'octobre à mars au minimum. Là au moins on est sûr qu'on va agir au moins sur les hormones stéroïdiennes, sur l'immunité, sur bien d'autres choses, quoi. Et on a des plantes qui peuvent être assez intéressantes dans le SOPK, c'est documenté aussi, lacté à grappes et plus ou moins le gâtillier. Donc ça peut être aussi de bonnes pistes s'il y a vraiment des déséquilibres plutôt des hormones féminines, on va dire. Donc là, je vous ai mis les livres sur lesquels vous pouvez regarder un petit peu plus pour soit évidemment le régime SOPK, sur la nage, comme je vous disais tout à l'heure, la meilleure façon de manger, ça c'est pour un petit peu tout le monde, ou plus approfondi sur des régimes IG. Et je voulais vous partager aussi sur Nutri Radio, donc ce sont des podcasts, c'est gratuit, vous avez juste à télécharger l'application sur votre téléphone ou à aller directement sur le site internet et vous avez toutes mes chroniques nutraceutiques, donc je ne parle que de Nutra quasiment, et là vous aurez, j'en ai fait un évidemment très récemment sur le SOPK, mais vous aurez sur tous les autres nutraceutiques. Donc n'hésitez pas, ça vous pouvez sans problème avoir toutes les infos sur les nutraceutiques. Voilà. Donc ma présentation sur le SOPK est terminée. Je vais justement, ça fait 23 ans que je travaille pour Vital Plus, et donc je vais essayer justement de vous présenter ce que nous on a en termes de compléments alimentaires qui peuvent aider dans ces cas-là, autant sur l'émotionnel que réellement sur la perméabilité intestinale, les différents oméga 3, le magnésium. Donc je voulais vous présenter quelques produits pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez conseiller en fonction de la patiente que vous avez. Donc pour vous refaire juste un petit topo sur Vital Plus, si vous ne nous connaissez pas, ça fait 35 ans qu'on existe. On est implanté au Mans, en Sarthe. Si vous venez un jour pour les 24 heures, n'hésitez pas. Ou si vous passez, dites-nous et on vous fera visiter les locaux. On vous équipera d'une charlotte et de surchaussures et d'une blouse et on vous montrera comment on élabore nos produits, comment nous on formule, puisqu'on a un comité scientifique, on formule et comme on vous met, on a à peu près 280 formules différentes, dont certaines sont certifiées en bio. Et voilà, l'idée est que on ait donc que ce soit, on a vraiment des piliers, que ce soit extrêmement, tout ce qu'on veut, c'est la naturalité. Donc, comme on disait tout à l'heure, voilà, pas d'inactif qui ne servirait à rien ou qui serait problématique. On parlait des émulsifiants tout à l'heure. La biodisponibilité, je vous en parlais aussi, on essaie justement de choisir les formes les plus biodisponibles pour que au moins, alors, tout soit absorbé, tout soit assimilé et qu'il n'y ait pas d'effet néfaste, notamment au niveau intestinal. Et on essaie d'être
alors on va dire, le plus dosé possible, dans l'objectif. C'est pour ça qu'on a des extraits qui sont standardisés en principe actif et des extraits qui sont concentrés. Donc c'est-à-dire que, vous avez parfois des extraits 5-1, donc c'est-à-dire qu'ils sont 5 fois plus concentrés qu'une poudre de plante classique. Là, l'idée est vraiment de prendre une gélule par jour et pas, 3, 6, 9 comme, ça peut être le cas avec, avec d'autres extraits de plantes dits, classiques, quoi. Donc d'avoir une